Je vous propose d'évoquer le jeu de rôle et pas n'importe quel jeu de rôle. C'est peut-être pas l'univers le plus connu, mais en tout cas, pour ma part, c'est l'un des plus originaux. On va s'intéresser au jeu de rôle du livre des 5 anneaux qui va nous transposer dans un monde médiéval japonais. Et nous allons le faire avec Sandy Julien. Bonjour Sandy. Bonjour. Alors, vous travaillez pour Edge et pour plein d'autres maisons d'édition. On va voir tout de suite que le jeu de rôle pour vous a une part très importante dans votre vie. Vous êtes traducteur et relecteur, et notamment sur la nouvelle mouture de ce jeu de rôle, le livre des 5 anneaux, qui en est à sa 5e édition. On va évoquer dans quelques minutes un kit d'initiation qui vient de paraître ces jours-ci, et puis une gamme qui va paraître à partir de mi-avril, avril, mai, quelque chose comme ça. D'abord, faisons un peu connaissance. Le jeu de rôle pour vous, à quel moment il est arrivé dans votre vie et comment et par quel biais? Alors, il est arrivé dans ma vie, curieusement, par le biais d'un magasin de pêche, de chasse et de jouets. C'était le seul magasin où on vendait des jouets dans la toute petite ville où j'habitais, qui s'appelle La Machine. Et j'ai découvert ça dans la devanture du magasin, un jeu qui s'appelait L'Œil Noir, que les vieux de la vieille connaissent certainement. Et ça a été le début d'une grande histoire d'amour avec le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est quelque chose qui m'a quasiment construit, parce que ça a été une occasion de s'approprier des univers littéraires et cinématographiques, de développer des choses et puis de socialiser un petit peu avec les gens, avec les joueurs avec lesquels je jouais à l'époque. Donc le jeu de rôle, c'est une passion depuis tout petit, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Alors Edge Entertainment, c'est une maison d'édition qui ne fait pas que du jeu de rôle, ils font aussi du jeu de société. Vous travaillez pour Edge en l'occurrence, et puis pour d'autres. Est-ce que ça veut dire que vous avez construit un parcours d'étudiant scolaire en lien avec le jeu de rôle ? Alors pas du tout. Moi je n'ai qu'une licence d'histoire en fait. Mon objectif de carrière au début c'était d'être prof d'histoire, et puis l'éducation nationale m'a pas particulièrement passionné, et par la force des choses, alors j'avais fait des petites traductions justement consacrées à la première édition du livre des 5 anneaux. J'avais publié ça sur un site personnel sur internet, et puis il y a Michael Croitoru qui travaillait pour Asmodée à l'époque, qui est tombé sur le site et puis qui a trouvé que c'était intéressant. J'avais fait des petites traductions de choses qui n'étaient pas traduites par ailleurs. Et il m'a dit, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de bosser avec nous chez Asmodée sur des choses comme le livre des 5 anneaux, et puis à l'époque, il y avait aussi les secrets de la 7e mer. Donc voilà, c'est une vraie histoire d'amour aussi avec le livre des 5 anneaux, parce que c'est vraiment le jeu qui m'a mis le pied à l'étrier de la traduction. On sait que la traduction c'est quelque chose de vraiment très important. Il y a même des joueurs qui décident de se lancer dans on va dire dans l'anglais ou dans les VO, parce que des fois les problèmes de traduction sont présents et c'est un fait. Comment se structure votre travail de traducteur relecteur? Le travail, en fait, il consiste tout d'abord à préparer la traduction pour les traducteurs, c'est-à-dire à leur proposer déjà au moins une ébauche de glossaire, un certain nombre de termes qui sont définis à l'avance, et puis ensuite aller suivre tout au long de la traduction, notamment chaque fois qu'un problème se pose, chaque fois qu'une règle n'est pas claire, chaque fois qu'on trouve un souci, par exemple dans l'historique des personnages, on a des personnages dont la chronologie est parfois incohérente, et ben dans ces cas-là, c'est moi qui dois gérer ces choses-là, parfois en prenant contact avec l'éditeur d'origine, puisque là c'est FFG qui fait L5R en anglais. Et parfois, c'est un travail commun. On va essayer de trouver la meilleure traduction pour tel ou tel terme, pour telle ou telle phrase. Voilà. On a eu d'ailleurs le cas de personnages dans L5R qui sont très originaux, notamment un personnage qui est non genré, qui n'est ni masculin ni féminin. Et donc, au terme d'une réflexion qui a été assez poussée, on a décidé d'utiliser l'écriture inclusive pour écrire l'histoire de ce personnage. Donc c'est ce genre de choix-là que moi je prends. Et puis une fois que la traduction est terminée, eh bien je la relis, je l'uniformise pour éviter que des termes ne soient pas cohérents d'un traducteur à l'autre. Et en dernière étape, je relis la maquette, donc le fichier PDF qui va être envoyé ensuite à l'imprimeur.
de sorte qu'il ne subsiste plus aucune coquille. Et malheureusement, il en reste toujours au moins une ou deux pour nous embêter, mais bon voilà, c'est comme ça. C'est les choses qui arrivent. Dans le jeu de rôle, il y a sûrement un vocabulaire qui est propre à certains univers. Je suis en train de penser que ce soit l'heroic fantasy ou la science-fiction, il y a des choses qui sont pas pareilles dans les mêmes univers. Là, avec la légende des 5 anneaux, on touche au médiéval japonais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles il faut faire très attention parce que justement le médiéval japonais est une époque qui a existé vraiment chez nous, alors que là, dans la légende des 5 anneaux, on est vraiment dans un monde imaginaire. Alors, on est dans un monde imaginaire et John Wick le disait dans la première édition. Très souvent, il répétait « Rokugan, ce n'est pas le Japon ». Ce qui signifie que on a une inspiration japonaise, effectivement, mais on s'en éloigne à bien des égards. A fortiori, dans la première édition, il y a énormément de choses qui s'éloignaient du Japon traditionnel. Et puis là, cette 5e édition, elle prend des risques, notamment dans l'utilisation de certains personnages. Je parlais donc de ce personnage qui n'est pas genré, mais on a également des personnages féminins qui ont un rôle de samouraï combattant, ce qui n'était pas la norme dans le Japon médiéval, mais ce qui pourrait très bien être la norme à Rokugan. Donc, on s'appuie sur le contexte historique, mais ce n'est pas un carcan, c'est simplement une base. Et on le retrouve, alors dans le vocabulaire, ça implique un certain nombre de choses. Nous, on a eu par exemple le problème de dire, est-ce qu'on va utiliser ce qu'on appelle les hauts Macron? Un haut Macron, ce n'est pas un haut qui est président de la République, c'est un haut avec un petit trait au-dessus. Notamment, quand on écrit, quand les Anglais ils écrivent dojo, ils écrivent le haut de dojo avec un haut Macron. Or, dans la langue française, eh bien dojo c'est un mot qui est entré dans la langue française et pour lequel on n'utilise pas le haut Macron. Donc, on a tout un tas de tout petits problèmes que les lecteurs ne verront pas du tout. Ils s'en rendront pas du tout compte, mais qu'il faut régler au niveau de la traduction et de l'écriture du jeu. Voilà. D'autant que le côté japonais, médiéval japonais, notamment avec le code du Bushido, on a l'impression qu'il est vraiment respecté. Alors moi, je suis pas un spécialiste du Bushido, mais quand j'ai lu, en tout cas la 4e édition, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait des choses du médiéval japonais qui étaient vraiment présentes et qui étaient gardées, et que c'était une vraie volonté de l'auteur de garder certaines choses du médiéval japonais et après de rajouter des choses qui sont inventées comme l'outre-monde, la magie, ce genre de choses. Tout à fait. On essaie de récupérer dans ce jeu-là tout ce qui est fascinant dans le Japon médiéval. Donc ça veut dire que le jeu s'est approprié notamment des choses comme le Bushido, comme les arts martiaux japonais, des choses pareilles. Mais malgré tout, on voit que tout ça est filtré par il y a le filtre holistique et puis il y a le filtre occidental. On ne conserve que les choses qui sont intéressantes pour un occidental en tous les cas. Il y a sans doute des subtilités de la civilisation japonaise et médiévale qui vont échapper aux joueurs français, mais quelque part c'est pas si grave. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir tout ce contexte et de pouvoir s'en servir pour raconter de belles histoires. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de recherches dans le jeu. On a énormément de choses qui sont conformes à ce qu'était l'histoire du Japon médiéval. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Sandy Julien et que nous évoquons ce jeu de rôle, le livre des 5 anneaux. On parlera tout à l'heure qu'il n'y a pas que dans cet univers, il n'y a pas qu'un jeu de rôle. Il y a aussi un jeu de cartes et un jeu de société. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le jeu de rôle, car un kit d'initiation est sorti récemment, c'est la 5e édition. Est-ce que il y a de gros changements qui ont été opérés dans cette 5e édition par rapport à peut-être l'édition précédente, la 4e, qui commençait à avoir quelques années maintenant? Oui, en fait, il y a un changement radical que l'on a d'ailleurs, qu'on a traduit dans le nom du jeu, qui ne s'appelle plus le livre des 5 anneaux, c'est la légende des 5 anneaux, ce qui est une traduction plus mot à mot du titre anglais qui est Legend of the Five Rings. Donc là, on l'a traduit, c'est la légende des 5 anneaux et non plus le livre des 5 anneaux. Qui était une référence au livre de Miyamoto Musashi. Donc, alors, ce qui change en termes d'histoire, c'est que on reprend l'histoire de la première édition, c'est-à-dire la guerre des clans, mais il y a de petits changements.
par exemple, Doji Hoturi, qui est qui est le héros du clan de la grue, eh bien, ce n'est plus un homme, c'est une femme qui s'appelle Doji Hotaru. Et donc rien que ça, ça va bouleverser pas mal d'idées reçues et ça va changer un petit peu la donne dans cet univers-là. Donc il y a tout un tas de petits détails de ce qu'on appelle le background, pour le prononcer à la française. Il y a tout un tas de petits détails de background qui vont changer, mais c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que le système de jeu, lui, a changé de manière radicale. Et alors je pense que la 4e édition du jeu était, en termes de système mécanique, c'était l'aboutissement de 3 éditions, des 3 éditions précédentes. C'était un système qui s'est beaucoup affiné au fil des ans et qui est devenu, pas un système parfait, mais en tout cas le meilleur système possible pour le livre des 5 anneaux tel qu'il était conçu à l'origine. Et puis là, cette 5e édition, c'est pas simplement une suite, c'est vraiment un reboot de la franchise Légende des 5 anneaux. C'est quelque chose qui tranche radicalement avec le reste, notamment avec l'utilisation de dés, des dés particuliers. Et ces dés, en fait, alors c'est pas simplement un gadget, hein, c'est pas juste pour vendre du plastique. Ça va en vendre certainement, enfin j'espère, mais ça a vraiment un sens. Ces dés, désormais, quand on les utilise, sur certains dés, il y a un symbole qui s'appelle le symbole de conflit. Et ce symbole de conflit va s'accumuler pour chaque joueur. Et au bout d'un certain temps, quand le seuil du conflit d'un personnage est atteint, ce personnage, il pète les plombs. C'est-à-dire qu'il ne va plus être capable de respecter son engagement, son devoir. Il va être obligé de sortir du carcan que lui impose la société Rokugani, et il va plus pouvoir être conforme au modèle Rokugani. Donc ça va se traduire par divers effets. Par exemple, il y a des personnages qui se mettent à éclater de rire, à gesticuler. Il y en a d'autres qui deviennent très très fâchés. Il y en a d'autres qui font des choses très inconvenantes. Mais ce mécanisme-là, il va être au cœur du jeu. C'est-à-dire que le personnage est tiraillé entre son sens du devoir et des convenances, et puis son humanité, ses passions. Et quand il obtient trop de conflits, eh bien, il explose et il se passe des choses originales. Il ne peut plus être un samouraï convenable, donc il fait des faux pas. Et ça, c'est le cœur du jeu. C'est vraiment le cœur du jeu. Auparavant, on avait la tagline de la gamme, c'était à Rokugan, l'honneur est aussi fort que l'acier, voire est plus fort que l'acier, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Et on va voir maintenant les limites de l'honneur, et on va voir que peut-être l'humanité, de temps à autre, elle devient plus forte que l'honneur, et la passion aussi, elle est plus forte que l'acier et l'honneur réunis. Alors on aurait peut-être dû commencer par ça, dans le sens où dans ce jeu de rôle, là où les autres jeux de rôle, les joueurs sont amenés à jouer des sorciers, des rôdeurs, des voleurs, là dans la Légende des 5 anneaux, chaque joueur joue un samouraï, et on en parlait tout à l'heure, le code du Bushido a vraiment une place énorme dans le jeu, hein. Et du coup l'honneur est là, quoi. L'honneur est là, et chaque clan du jeu va respecter en particulier un précepte du Bushido, parce que le Bushido est séparé en plusieurs préceptes. Il y a l'honnêteté, il y a la générosité, il y a le courage, tout ça. Chaque clan a un point de vue particulier avec lequel il envisage le Bushido, et chaque clan vénère un précepte plus que les autres. Donc chaque clan va agir de façon un petit peu différente, et tout ça, en fait, alors on a cet engagement des clans envers le Bushido, mais chaque personnage ressent le Bushido différemment et va l'exprimer différemment dans sa façon d'être. Et puis il y a ce moment qui est, et c'est pour ça que j'insiste énormément là-dessus, il y a ce moment qui est mécanique, en fait. C'est pas quelque chose, on va pas dire aux joueurs, écoute, il faut que tu fasses ton samouraï, puis de temps en temps, ce serait bien quand même que tu sois un petit peu, tu vois, que tu montres que t'es un être humain, et que tu y arrives plus, quoi. Non, en fait, ça va pas se faire au jugé. C'est défini par les règles, c'est-à-dire que quand on arrive à ce seuil de conflit, tout se casse la figure. Le fameux ordre Rokugani, l'ordre qui est imposé par le Bushido,
Bushido, le samouraï ne peut plus le respecter. Et c'est ça qui entraîne des récits qui sont intéressants. On va avoir des personnages qui vont vraiment se détourner du Bushido par moment, ou qui vont commettre des faux pas. Et il y a énormément. Alors les scénarios qu'on a vus jusqu'ici se basent là-dessus. Notamment, ils prévoient ce qui se passe quand les personnages dérapent, quoi. Et ça, je pense qu'à la table de jeu, ça va être très très intéressant. Parce que du coup, il y a une équipe qui va devoir gérer ces inconvénients, et il y a un maître de jeu qui va pouvoir effectivement en jouer aussi. Tout à fait. Le maître de jeu va pouvoir se servir de ça pour faire naître des situations qui sont compliquées, parce que on peut imaginer par exemple un courtisan du clan de la grue qui se trouve dans une situation. Alors le clan de la grue, c'est des gens qui sont très élégants, qui sont très respectueux des arts et des choses comme ça. Et puis on peut se dire peut-être qu'un jour à la cour, il va se faire rentrer dedans par un courtisan d'un autre clan, et puis au bout d'un moment, il va dire allez, fuck l'élégance, moi je lui rentre dans le lard, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tous les bons films de samouraï sont basés sur ce genre de choses-là. Le moment en fait où le vernis craque. D'ailleurs, les termes de jeu en fait, lorsqu'on dépasse ce seuil de conflit, on parle de tomber le masque. Le personnage tombe le masque, c'est-à-dire que toutes les convenances, toute cette espèce de masque social s'effrite, et on voit le véritable individu qu'il y a derrière. Et là, ça devient intéressant. Alors on parle de cette légende des 5 anneaux, parce qu'il y a un kit d'initiation est d'ores et déjà disponible dans les magasins. Ce kit d'initiation, les kits d'initiation qui sont très à la mode, parce que le jeu de rôle revient sur le devant de la scène ludique, que beaucoup de jeunes réapprennent le jeu de rôle, et que c'est un bon moyen en fait de mettre entre les mains un système de jeu simplifié, et de se dire voilà, si au final avec ce kit d'initiation vous aimez, rien ne vous empêche de venir reprendre après les vrais livres de base qui sont un peu plus complexes, qui rajoutent de la matière, du background comme vous le disiez. Ce kit d'initiation, comment il a été pensé, vous le savez? Je suis pas dans le secret des dieux pour la conception du kit, mais c'est évident qu'il a été basé sur celui qui avait été conçu pour Star Wars. La version de Star Wars de FFG était très semblable, avec un kit où on a un livret d'aventure avec la première aventure, on a un livret de règles, on a les dés, on a des petits pions de personnages avec des plans qui sont d'ailleurs très très jolis. Et puis on a quatre dossiers de personnages qui sont tout faits en fait, et qui présentent non seulement donc les capacités de chaque personnage, mais qui présentent aussi un résumé des règles. Notamment, on a tous les petits symboles, toutes ces choses comme ça. Donc la conception du kit, je pense qu'elle est très inspirée de celui de Star Wars, parce que à cet égard-là, ils sont très très semblables tous les deux. Et je retrouve dans le kit de Légende des 5 Anneaux la qualité qui m'avait fait apprécier celui de Star Wars. C'est clair que c'est un beau produit, et c'est un produit qui est fait intelligemment. Alors justement, parlons-en de la beauté du produit. Quand on touche au médiéval japonais, on se retrouve avec des illustrations qui sont juste magnifiques. Moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué dans le livre de la 4e édition. La mise en page était vraiment très soignée. Il y a des pleines pages qui sont superbes. J'imagine que on a mis aussi une barre très haute pour ce qui va arriver avec cette nouvelle édition. Tout à fait. Les illustrations sont vraiment somptueuses. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'on peut voir un petit peu la progression qui s'est faite d'une édition à l'autre. La toute première édition de L5R était très très japonisante. On avait énormément de choses qui étaient des pseudo-estampes, des choses pareilles. Puis à la deuxième édition, d'un seul coup, c'est devenu très américain. On a eu des samouraïs qui ressemblaient à des super-héros, à des choses comme ça. Les choses se sont calmées à la troisième édition, parce qu'on est revenu vers un côté plus japonais, et puis tout ça s'est lissé, de sorte que à cette 5e édition, on a des illustrations qui ont le punch des illustrations américaines, qui sont très colorées, avec des poses très héroïques, très élégantes, mais en même temps qui respectent l'univers, avec des costumes qui sont inspirés du Japon médiéval, alors les armures sont absolument somptueuses. Le personnage du clan du lion, il a une armure qui est extraordinaire, quoi. C'est très très joli, et c'est au goût du jour. C'est plus parce que les illustrations de la première édition, parfois il y en avait qui piquaient quand même un petit peu les yeux. Là, on a que du très très beau, quoi.
Alors maintenant, intéressons-nous à la gamme, parce que ça va pas être juste un kit d'initiation. Il y a maintenant tout le jeu de rôle avec son livre de base, son écran du maître qui va arriver. On prévoit quoi, mi-avril, fin avril, début mai, quelque chose comme ça? Alors, moi je peux pas vous donner exactement la date de sortie. Je peux simplement vous dire que le livre de base sera relu. Il sera prêt à être mis en maquette à la mi-avril. Après, ça va dépendre combien de temps il va passer en maquette. Ce serait bien effectivement qu'on l'ait pour l'été, quoi. On serait assez content de l'avoir pour l'été, sachant que quand ce processus-là va être en cours, c'est-à-dire la maquette et puis l'impression et la diffusion du livre de base, nous on aura déjà commencé à travailler sur la suite de la gamme. Donc la suite, ça va être, alors on a fait un choix un peu particulier. Il existe actuellement dans la gamme 3 ouvrages. C'est le guide de l'Empire d'Émeraude, donc le guide de l'univers de Rokugan. On a un guide de l'Outre-Monde, donc qui est une région presque infernale, qui est infestée de monstres qui veulent s'infiltrer à Rokugan et semer la désolation et le chaos. Et puis on a un petit scénario qui s'appelle Le Masque de l'Oni. Et alors nous, comme ça fait déjà 2 fois qu'on traduit l'Empire d'Émeraude pour les 3e et 4e éditions, et comme on a déjà vu ça très très souvent, comme la dernière édition n'est pas très très loin, on s'est dit qu'on allait commencer par l'Outre-Monde, parce qu'on aime bien l'Outre-Monde. Moi je suis un fan de films d'horreur et de choses comme ça, donc c'est un aspect de Rokugan qui est très important pour moi, l'Outre-Monde. Donc on va commencer par l'Outre-Monde, on va enchaîner avec le scénario Le Masque de l'Oni, et puis on fera l'Empire d'Émeraude juste après. Donc tout ça va s'enchaîner, et évidemment tout le reste de la gamme est au programme de traduction. L'Outre-Monde avec le clan du crabe, hein, qui est là pour défendre Rokugan. Et oui, le robuste clan du crabe. Alors on ne sait pas si dans cette mouture le clan du crabe va subir autant de dégâts que dans la première édition, parce que le clan du crabe il est quand même bien morflé, hein. Il s'était allié à l'Outre-Monde, son champion avait pactisé avec un Oni. Enfin c'était très très mal barré pour lui. Il y a eu des choses atroces. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans cette édition là, mais on espère que ce sera aussi animé et aussi rigolo à jouer. Je le disais tout à l'heure, Rokugan est un univers qui a tellement plu en jeu de rôle que il y a un jeu de cartes qui est sorti, il y a aussi un jeu de société dans cet univers qui est sorti, qu'on peut retrouver grâce à FFG, Fantasy Flight Game. Vous, c'est pas ce que vous pratiquez le plus, c'est plus le jeu de rôle. Est-ce qu'on peut aussi parler du fait qu'il y a des romans dans l'univers de Rokugan et que peut-être on aurait la chance de les voir arriver en français? Peut-être. En tout cas, si j'ai mon mot à dire, oui, on les verra en français. Cela dit, maintenant il faut voir s'il y a vraiment un marché pour ce genre de roman, parce qu'il faut le traduire, le roman. Donc il faut payer un traducteur ou une traductrice pour s'en occuper. Et si on les traduit, il faut que ce soit traduit par des gens qui soient très compétents. Donc voilà. On ne peut pas s'avancer pour le moment, mais je sais que Stéphane Bogart, donc, qui est un peu Monsieur Edge, et moi-même, nous sommes très très enthousiastes et nous aurions très envie de sortir ces choses-là. Maintenant, voilà, on marche sur des œufs, on ne sait pas encore, et tout ça va aussi dépendre naturellement du succès de la gamme de jeux de rôle. Au moment où on fait cet entretien, il y a déjà des avis qui circulent, hein, sur Internet autour de ce kit d'initiation. Moi, j'ai vu vraiment que du bon. C'est-à-dire que il était attendu. Les gens sont heureux de l'avoir en main et du coup, ils sont pressés d'avoir la suite, hein. Ben j'espère, j'espère. Et moi aussi, je suis pressé d'avoir la suite. Alors le scénario gratuit qui fait suite à celui du kit d'initiation est déjà en ligne, donc c'est déjà une façon un petit peu de patienter, parce que ce scénario est très très bon. Il est très simple, c'est vraiment un scénario basique, je dirais, mais il est savoureux, et surtout c'est le scénario type de Légende des 5 Anneaux, parce que il finit par un choix déchirant. Voilà. Donc pour moi c'est un très bon début de gamme. J'espère que les gens vont beaucoup s'amuser avec le jeu et que ils vont s'adapter à cette nouvelle façon de jouer, parce que le système est très original. Vraiment, il tranche radicalement avec ce que l'on a vu auparavant. C'est une nouvelle façon de jouer qui peut être très difficile pour le maître de jeu, parce que il faut qu'il laisse de côté tout ce qu'il a acquis auparavant et il faut qu'il s'adapte à un nouveau système.
Notamment quand il s'agit de gérer les anneaux et les postures. Ça va être un petit peu compliqué au début, mais il y a tout ce qu'il faut dans le kit d'initiation pour commencer tranquillement, doucement, et faire ses premiers pas dans cet univers-là. Et puis on peut ajouter que sur le site de Fantasy Flight Game, non seulement il y a une aventure gratuite, mais il y a aussi des fascicules de personnages gratuits qui sont mis à la disposition des joueurs. Une bonne façon de dire venez voir déjà à quoi ça ressemble. Hein. Tout à fait. Il y a trois personnages supplémentaires. Ça permet aussi de dire, voilà, comme il n'y a que 4 personnages dans le kit d'initiation, ben, si on a envie de jouer à 5 ou à 6 ou à 7, et ben, désormais on peut avec ces personnages supplémentaires. C'est ce qu'on avait fait pour la gamme Star Wars. Et ça permet aussi de varier le panel de personnages auxquels les joueurs ont accès. Notamment, il y a un personnage du clan de la licorne qui est absolument génial. Je le trouve très très bon. Et alors si je devais jouer ce scénario d'initiation, moi je jouerais le clan de la licorne, alors que je suis farouchement attaché au clan du dragon d'habitude. Merci beaucoup Sandy Julien. Je rappelle que vous êtes traducteur-lecteur pour Edge notamment, hein, et le jeu de rôle. On peut pas citer, quand on est à fond dans le jeu de rôle, on peut pas citer tous les jeux de rôle. Est-ce que il y a des jeux de rôle auxquels vous n'avez pas joué? Oui, plein. Oh, il y en a énormément. Il y a des jeux de rôle auxquels j'ai pas joué parce que j'ai pas eu l'occasion. Puis il y en a que j'aime pas tout simplement, pas parce qu'ils sont mauvais, hein, mais parce que ça correspond pas à ma sensibilité particulièrement. Il y a des jeux que j'adore, par exemple Unknown Armies, qui est un jeu que je recommande à tous les gens qui aiment un petit peu Neil Gaiman ou ce genre de choses-là. Et puis il y a d'autres jeux que tout le monde aime beaucoup, mais qui me font un petit peu ni chaud ni froid. Donc voilà, je n'ai pas joué à tout, et même si j'avais le temps, je pense que je ne jouerais pas à tout parce que certains jeux sont faits pour une certaine catégorie de joueurs, et voilà, il faut savoir trouver ce qu'on aime et faire ce qu'on aime, et ne pas s'éparpiller. Eh bien, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Sandy Julien. Je rappelle que donc vous êtes traducteur-lecteur pour Edge, qu'on évoquait la légende des 5 anneaux, dont le kit d'initiation est déjà disponible dans les boutiques, aux alentours de 40 €. J'arrondis au supérieur, ça peut se trouver moins, et que prochainement, donc à partir d'avril, mai, vous trouverez le reste de la gamme. Merci beaucoup, et j'ai envie de dire très bonne suite à cette légende, et à très prochainement peut-être pour parler de la suite de la gamme. Merci beaucoup. Merci à vous.